Bonsoir à tous. Merci d'être là en présentiel et de vous voir dans la partie basse du visage qui n'était pas arrivé depuis un certain laps de temps. Donc, sans compter les étudiants, nous devons être 123 ce soir en présentiel, c'est-à-dire que nous sommes minoritaires puisqu'il y en a 165 en distanciel. Bon, c'est que certains ne peuvent pas. L'avantage du distanciel, c'est que ça permet à certains... Et, Régis Menu me parlait peut-être de Cercle de la Mer qui vont nous rejoindre, etc. Donc c'est quelque chose de Bordeaux, la concurrence, cher président. En tous les cas, très heureux de vous retrouver, et vous retrouver sans masque, très heureux d'accueillir l'amiral de Oliveira sur cette thématique qui nous est chère, sur cette association qui est formidable. Et c'est bien que nos jeunes découvrent ça, hein, et je crois que s'ils peuvent se rapprocher de cette association de bénévoles, ce serait formidable. Donc un très grand merci. Je tiens à excuser, mais ça va être fait par Olivier Laurence, qui représente avec Régis Menu l'Institut français de la mer, dont je fais également partie, c'est-à-dire que nous sommes en force ce soir, d'excuser l'absence de Driblier, qui est bien involontaire, et je le salue, parce que je ne doute pas un instant qu'il nous écoute. Eudes a eu l'imprudence de faire du vélo, et surtout de rencontrer une voiture imprudente, très imprudente. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement. C'est absolument pas grave, mais c'était plus raisonnable, en quelque sorte, qu'il ne vienne pas aujourd'hui. Voilà. En tout cas, amitieux, on pense bien à toi, et on te dit un amical salut. Voilà, bah écoutez, cette fois-ci, donc, c'est Olivier Laurence qui fait cette présentation de notre intervenant. Merci Christian, mais si tu le permets, je voudrais faire passer une petite information au préalable. Je vous signale la parution très récente d'un livre qui s'appelle « Osons la mer », une révolution maritime pour faire de la France la première puissance économique mondiale, livre paru aux éditions du Cherche Midi, et dont l'auteur est à cette table, Christian Buchet. Donc, osons la mer. Disponible dans tous les bacs. Voilà. Eh bien, écoutez, amiral, cher Emmanuel, donc je suis chargé par Eudes Driblier de le représenter, puisque il est un petit peu légèrement cassé. Mais alors évidemment, osons la mer, ça te va bien, si j'ose dire. Ça te va bien parce que si je connais ton parcours dans la Marine nationale, j'ai découvert que très jeune, tu avais déjà une sensibilité maritime particulièrement forte, car avant d'entrer brillamment à l'école navale en 1978, à l'âge de 19 ans, tu étais déjà engagé dès l'âge de 13 ans dans un parcours maritime important, que ce soit comme mousse à la grande pêche à Boulogne ou comme pilotin chez plusieurs armateurs de la marine marchande. Après l'école navale et l'école d'application à bord de la Jeanne d'Arc, tu choisis la voie des airs, le marin du ciel, dans l'aviation embarquée pour devenir pilote d'hélicoptère, une spécialisation qui te conduira à de multiples embarquements, y compris en opération extérieure et en volant sur tout type d'appareil. 3000 heures de vol à ton actif sur Panthère, Dauphin, Alouette ou Lynx. Et en 92, tu commanderas d'ailleurs une flottille d'hélicoptères, la 35F, avec plusieurs détachements outre-mer. Puis tu rejoindras l'école de guerre, dont tu sortiras breveté en 1995. Ça y est, j'ai inversé les pages. Après un temps de bureaucratie, à la direction du personnel militaire de la marine, où tu es chargé de gérer tous les officiers de l'aéronautique navale, tu retrouves en 98 le circuit opérationnel à la mer comme commandant second de la frégate anti-sous-marine La Motte-Piquet, avec à la suite un premier commandement de bâtiment de surface, celui du transport de chaland de débarquement Orage, un grand navire amphibie qui est aussi porte-hélicoptère. Tu deviendras ensuite naturellement responsable des questions amphibies à l'état-major de la force d'action navale, mais ce, après avoir passé une année à Londres au prestigieux RCDS, le Royal College of Defence Studies. En 2002, nouveau commandement à la mer d'un bâtiment amphibie de 12 000 tonnes, celui-là, plus moderne que le précédent, le porte-hélicoptère d'assaut Foudre. En 2005, retour aux ressources humaines de la marine, pour cette fois diriger la gestion de la totalité des officiers de marine, soit 4500 personnes, ce qui n'est pas négligeable. À l'issue de cette affectation, c'est le décollage vers l'interministériel et l'interarmée, puisqu'à partir de 2008, tu es successivement conseiller maire au cabinet militaire du Premier ministre, à l'époque François Fillon, puis fraîchement nommé contre-amiral, tu es chargé des études prospectives et stratégiques à l'état-major des armées, puis tu deviens adjoint au major général des armées, le numéro 2 des armées, et tu es chargé notamment de la politique des ressources humaines des armées.
Et enfin, pour couronner cette carrière militaire exceptionnelle, tu es promu en 2014 vice-amiral d'escadre et nommé aux responsabilités de préfet maritime de l'Atlantique et de commandant de la zone maritime atlantique, 2 fonctions cumulées et intimement imbriquées, puisque la première, en filiation du Premier ministre, couvre l'ensemble des responsabilités liées à l'action de l'État en mer, que ce soit en matière de sécurité, de sûreté, de protection de l'environnement marin. Et la seconde, sous les ordres du chef d'état-major des armées, fait de toi le commandant opérationnel de toutes nos activités militaires et maritimes dans l'océan Atlantique. Admis dans la 2e section des officiers généraux en septembre 2018, tu rejoins une autre communauté de marins très proche de la précédente, les sauveteurs en mer, pour être élu en décembre 2019, en succédant à Xavier Delagorce, comme premier des bénévoles, le président de cette SNSM que nous admirons tous et dont tu vas nous parler maintenant. Mais, avant de te passer la parole, je me permets de signaler 2 particularités atypiques que j'ai découvertes à ton propos. J'ai en effet appris qu'en dehors de tout projet commercial, tu t'étais lancé pour ton plaisir dans l'apiculture. Avec de très nombreuses ruches installées dans ton fief des Charentes, je me suis même demandé si le vol des abeilles et l'observation de la ruche n'étaient pas le reflet à la fois de ton goût pour l'hélicoptère et de ton aptitude à la gestion des ressources humaines. Enfin, la seconde particularité relève sans doute de ta formation à l'autonomie stratégique, car tu ne cesses de parcourir la France en camping-car à la rencontre de tous les sauveteurs en mer dont tu nous parles maintenant. Merci beaucoup, cher Olivier. Monsieur le professeur, chers amis des sauveteurs en mer, vous allez, si vous le permettez, parce que je suis à l'ICP, m'autoriser à faire un court propos liminaire. Pour les religions monothéistes, la mort en mer est la fin la plus atroce. Curieusement, ça n'existait pas chez les polythéistes. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais par exemple, chez les Vikings, aller se suicider en partant en mer était un acte normal, reconnu et honorifique. Vous pouvez aussi penser à la mort du roi Arthur. Mais pour les religions monothéistes, mourir en mer, ça veut dire disparaître dans les abîmes, dans l'obscurité. Aucune chance d'accéder à la résurrection des corps, aucune chance de retrouver la lumière. Et je pense que cette mort en mer atroce a fondé au départ la solidarité des gens de mer, car il fallait sauver les âmes autant que les corps de cette disparition dans des limbes. Et la SNSM, les sauveteurs en mer, trouve son fondement, probablement ses moteurs les plus profonds, dans ce refus de la mort en mer. Alors, après, inévitablement, il faut parler des naufrageurs. Pourquoi ? Parce que sur quelques côtes françaises, et pas que, il s'est développé, avec la navigation commerciale, une économie de subsistance qui tournait autour des naufrages. Bon, vous connaissez bien sûr les lumières qu'on promène entre les cornes des vaches, le massacre des survivants une fois le naufrage consommé, etc., etc. Mais il est clair qu'un navire arrivant à la côte par naufrage, eh bien, c'était une aubaine extraordinaire pour des régions qui crevaient la faim et qui, pour certaines, n'étaient pas encore christianisées. Je pense bien sûr au fameux pays pagan dans le Finistère Nord, pagan signifiant païen, et qui a vécu pendant des années, peut-être encore maintenant, de ce naufrage provoqué ou dont on tirait un bon parti. Alors, sur beaucoup de nos côtes, assez rapidement, les curés et les recteurs ont fait comprendre aux naufrageurs qu'ils perdaient leur âme par cette activité criminelle et que pour la sauver, eh bien, il fallait aller sauver les naufragés. Et on a vu, dès le XVIe siècle, le XVIIe siècle,
se développer des équipages de marins sauveteurs qui, au début, partaient avec leurs canots de pêche, leurs canots à rame, et qui tentaient d'aller sauver les quelques âmes qu'on pouvait récupérer en mer. Ce système s'est progressivement organisé autour d'abord des premières stations de sauvetage. En France et en Grande-Bretagne, elles apparaissent dans les années 1820 parce qu'il y a eu, avec le développement du commerce succédant aux guerres napoléoniennes, un grand nombre de naufrages assez emblématiques qui ont provoqué l'émoi et la création de ces premières stations de sauvetage, donc en France 1825. Et assez rapidement, ces stations de sauvetage donc, se sont développées avec un abri, un canot de sauvetage. Les premiers ont, paraît-il, été payés par les paroisses, mais assez vite, des généreux donateurs, puisque c'est notre système, ont payé les premiers canots. Et les stations, donc, au fur et à mesure, ont émaillé le littoral français pour se constituer, à partir de Louis-Philippe et surtout de Napoléon III, en sociétés de sauvetage, les fameuses sociétés centrales. Et puis, tout cela s'est développé jusqu'en 1967, où le général de Gaulle a tapé sur la table devant le désordre et le manque d'efficacité de ces sociétés trop nombreuses, mal organisées et, avec des sauveteurs souvent mal formés, des stations qui avaient peu de ressources financières. Tout ça n'était pas sérieux. Et donc en 1967, il demande à l'amiral Amand de fusionner ces stations, ces sociétés, et de créer la SNSM. Ce qui fut fait avec un grand succès, enfin, presque un grand succès, puisqu'il y a une société qui a refusé de rallier la SNSM, c'est la Société humaine et des naufrages de Boulogne-sur-Mer, qui existe encore, et mon combat, parmi d'autres, c'est maintenant de les faire rallier la SNSM. Combat de haute lutte. Alors, la SNSM, c'est une curieuse association, la SNSM. Nous sommes bien sûr une association de loi 1901, avec toutes les règles françaises habituelles, mais le sauvetage en mer, vous le savez, est de la responsabilité internationale des États, et nous exerçons une mission de service public. C'est clair, il y a eu des débats juridiques sur la question, ils ont été tranchés, nous exerçons une mission de service public. Mais nous l'exécutons, cette mission, avec des bénévoles. Tous nos sauveteurs sont bénévoles, j'allais dire, pas comme les Britanniques, qui, eux, ont des salariés parmi leurs sauveteurs. Et nous l'exécutons avec une part de fonds publics à hauteur en moyenne de 25%. Notre triptyque de fonctionnement, c'est d'une part le bénévolat. Nous y sommes férocement attachés. Lors d'un sondage que nous avons fait, sur lequel je vais revenir, 87% de nos sauveteurs en mer ont dit « nous voulons rester bénévoles ». La gratuité du secours en mer est aussi pour nous fondamentale. Ce n'est pas le cas, vous savez, il y a des débats régulièrement sur le sauvetage en montagne et ce genre de choses. Nous, quels que soient les imprudents, et je connais un homme à la Beurvrac que nous avons été sauvés 8 fois en 2020, bon, mais c'est gratuit. Et puis, c'est aussi indissociablement lié à la générosité du public. Je vais y revenir, mais les 3/4 de nos ressources proviennent de cette générosité. Et là aussi, c'est le pendant de notre bénévolat. La vocation de la SNSM a été réaffirmée récemment. C'est bien sûr de secourir les vies humaines avec cette notion particulière qui est la continuité entre le littoral et le large. Alors le littoral, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça inclut les plans d'eau, les mers intérieures, etc., etc. Nous intervenons dans les étangs. Nous avons une station sur l'étang de Thau à Metz qui est extrêmement active. Mais aussi dans l'eau douce, nous avons une station sur la Seine, station de Pose-sur-Mer en amont de Rouen. Le large,
c'est traditionnellement pour la SNSM la portée VHF, c'est-à-dire 20 nautiques des côtes, mais nos canots tout temps et nos navires hauturiers qui sont équipés de BLU, de HF-BLU, pardon, c'est de la technique, c'est de la radio qui permet d'aller au-delà de la portée optique. Et puis maintenant, de liaisons satellitaires interviennent jusqu'à 40, 60 et parfois 80 nautiques au large. Donc nous n'avons pas de zone réellement dédiée. Il n'empêche que nous assurons plus de la moitié de toutes les interventions de sauvetage et d'assistance en mer sur les côtes françaises et d'outre-mer. Et si on prend les périodes hors heure de service, hors heure ouvrable, c'est-à-dire le week-end, la nuit de Noël et la nuit, eh bien, c'est 85% des missions qui sont assurées par la SNSM. Nos missions derrière cela, alors je ne reviens pas sur sauver les vies, former pour sauver la formation est très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a 30 ans, la SNSM, c'était 80% de sauveteurs issus des professions maritimes. Aujourd'hui, c'est 23%. Autrement dit, plus des 3/4 de nos sauveteurs sont des restaurateurs, des facteurs d'orgue, des médecins, etc. etc. Ce qui fait que nous avons le devoir et la nécessité de les former. Nous avons mis en place un système de formation qui est maintenant très complet. Je peux revenir dessus si vous voulez lors de la période de questions. Et ces formations ont été récemment, ça date du mois de décembre, homologuées par le ministère de la Mer, ce qui nous permet de les inscrire au registre national des certifications professionnelles. Et donc, bien que nous soyons bénévoles, nous sommes des professionnels, nous sommes devenus des professionnels du sauvetage. Cette formation repose malgré tout fondamentalement sur le compagnonnage, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive en station, on est pris en main par les anciens, par le patron, par les sous-patrons, et on est formé aux techniques particulières du sauvetage en mer. La prévention reste une de nos missions et nous avons décidé de la tourner vers le grand public et vers les usagers de la mer parce que nous constatons qu'il y a de plus en plus d'usages de la mer accidentogènes. Vous avez entendu parler des kitesurf, des windsurf, des jet skis, etc., etc. Toutes sortes d'engins qui vont très vite, qui débordent très largement de la fameuse bande des 300 mètres de police des baignades et qui provoquent décès et accidents tout au cours de l'année. Et donc, nous tentons de prévenir le grand public sur ces dangers. Dernier point qui est peut-être moins connu, nous sommes une association de sécurité civile, nous avons tous les agréments de sécurité civile et très naturellement, nous intervenons sur tous les dispositifs de sécurité en mer, les départs de course, les épreuves de natation, les Jeux olympiques à venir, etc., etc. Mais aussi à terre. Par exemple, nous encadrons le Hellfest, festival de rock. C'est la SNSM en orange qui l'encadre. Et puis, le 31 décembre 2020, je suis appelé par le préfet d'Ille-et-Vilaine, paniqué, parce qu'une rave party est en train de se déclencher, donc de manière totalement imprévue et illégale, dans le sud du département d'Ille-et-Vilaine. Et le préfet me demande, est-ce que par hasard tu aurais des sauveteurs qui pourraient assurer les postes médicaux avancés pour cette rave party? J'ai dit qu'à cela ne tienne. Et au centre de formation de Rennes, j'avais 60 jeunes sauveteurs qui étaient quelque peu contraints par le confinement, qui ne pouvaient pas aller faire la fête avec les copains et qui ont été enchantés d'aller à la rave party, non pas pour aller danser, mais pour aller faire le secourisme. Voilà. Alors, ces dispositifs de secours, nous les faisons à la demande de beaucoup de gens. Et puis, nous les faisons aussi à la demande des préfets en soutien aux populations. Donc, nous l'avons fait durant la période du Covid, où nous avons
ouvert des centres de vaccination, participé à des missions d'aide aux populations, aux personnes âgées, à l'accueil dans les EHPAD, etc., etc. Et maintenant, quelques préfets commencent à nous solliciter pour l'accueil, le soutien des réfugiés ukrainiens. Voilà, donc nous allons évidemment répondre, puisque ça fait partie de nos missions de sécurité civile, bénévolement bien sûr. Alors, la SNSM, les sauveteurs, qui sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes 5300 sauveteurs embarqués, 3400 nageurs sauveteurs, 400 trésoriers, secrétaires et divers administratifs, et seulement 100 salariés. C'est une des originalités de la SNSM comme grande association, car avec 1% de salariés, nous sommes l'association qui a le moins de salariés en France aujourd'hui. Les autres associations ont un nombre beaucoup plus important de salariés, ce qui veut dire qu'une grande partie des tâches de soutien administratif, de soutien technique, sont assurées par les bénévoles, qui râlent, qui s'en plaignent, qui aimeraient ne se consacrer qu'à la mission opérationnelle. Mais c'est aussi notre vertu de n'avoir que 100 salariés. Quelques chiffres pour vous montrer ce que nous faisons. Donc, nous avons 214 stations de sauvetage réparties tout le long des côtes françaises et d'outre-mer. Quand je dis outre-mer, c'est à l'exception de la Polynésie, qui est le seul territoire qui ne nous est pas encore rallié pour des raisons historiques, mais qui nous fait des appels du pied régulièrement. Donc peut-être que la Polynésie française va nous rallier un jour. 33 centres de formation et d'intervention qui forment nos jeunes sauveteurs et nos sauveteurs embarqués, nos secouristes. Ils sont répartis sur tout le territoire. Nous en avons un à Montbéliard, un autre à Lyon, un autre à Orléans. Il y en a partout. C'est très utile. Nous les positionnons en général là où il y a un substrat universitaire qui nous permet de recruter. 70% aujourd'hui de nos sauveteurs sont diplômés de secourisme, ce qui est très important parce que ça veut dire que maintenant, quand on part en mer ou lorsqu'on est à terre, en orange, on est capable de prodiguer les premiers soins, de faire des transports sanitaires et de porter secours aux blessés. Les chiffres grossièrement de l'année dernière, c'est 8000 sauvetages, 8000 interventions de sauvetage et d'assistance, 29 000 personnes secourues l'année dernière. Rapidement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, nos ressources financières. Donc, comme je vous l'ai dit, un quart qui provient des subventions de l'État et des collectivités, plus de 66% qui proviennent de la générosité du public, et le reste, ce sont les fameuses missions d'assistance, puisque vous savez que autant le sauvetage de la vie humaine est gratuit, autant lorsqu'il s'agit de remorquer un bateau en panne, nous faisons payer pour rembourser nos frais de carburant. Donc c'est beaucoup moins cher que les sociétés de transport maritime ou d'intervention maritime. Notre budget de fonctionnement cette année est prévu pour être de 44 millions d'euros. Voilà comment est-ce qu'il est en gros réparti. Les 2/3, c'est pour la mission opérationnelle, notre mission sociale, que ce soit à travers les structures locales ou le support opérationnel. Alors là-dedans, vous avez le gazole, la formation, le soutien technique, les réparations, etc., etc. Et puis après, un petit peu d'administration, beaucoup de communication et de collecte, parce qu'il est nécessaire de dépenser en collecte pour avoir les ressources que vous avez vues précédemment, issues de la générosité du public. Donc, nous avons aujourd'hui un ratio de 1 pour 4 entre ce que nous dépensons et ce que nous rapporte notre collecte. Si vous faites une petite différence entre 44 millions de dépensés et 53 de ressources, il reste de l'argent que nous consacrons aux investissements. Cette année, nous allons investir 47 millions d'euros, à 80% dans la flotte et à 20% dans les infrastructures, parce que je considère que les sauveteurs en mer ont droit à des locaux à terre dignes et salubres. Ce qui veut dire qu'il faut au minimum une douche, un lavabo, de l'eau courante, et ça n'est pas le cas encore dans beaucoup de stations qui sont logées dans des conteneurs ou dans des souterrains, dans des endroits qui sont vraiment indignes. Et donc c'est un combat que nous menons en investissant dans les infrastructures. Sauvetage au large,
Alors, je vais passer rapidement parce que vous connaissez tous cela par cœur. Les crosses en France métropolitaine ou les MRCC en international et parfois outre-mer, sous l'autorité des préfets maritimes ou des préfets délégués pour l'action de l'État en mer outre-mer, dirigent les opérations de sauvetage et d'assistance. Et ces crosses vont mettre en œuvre toutes sortes de moyens, donc navires, avions, hélicoptères, drones et j'en passe, qu'ils soient étatiques, et toutes les administrations de l'État, vous savez, y participent, et c'est notre efficacité et notre vertu en France, les moyens de la SNSM, donc je vous ai dit en gros pour plus de la moitié, et les moyens privés, puisque au titre de la solidarité des gens de mer, eh bien, on fait appel aussi aux navires qui se trouvent à proximité du problème, du sinistre, du naufrage. Alors, nos sauveteurs en mer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de la recherche et de la localisation de naufragés avec leurs moyens traditionnels qui sont les vedettes et les diverses embarcations, mais aussi maintenant avec des caméras thermiques. Quasiment, enfin la majorité de nos bateaux et bientôt la totalité seront dotés de ces caméras thermiques. Elles sont maintenant extrêmement efficaces puisqu'on voit une tête à 800 mètres par mer calme, on voit toutes les mouettes, on voit un bateau à 4 à 5 km, 4 à 5 1500 mètres, pardon. Et elles permettent, une fois qu'on a localisé la personne ou le bateau, de verrouiller la caméra sur la personne comme un système d'artillerie, pour ceux qui connaissent, et ensuite de transmettre les informations d'azimut distance à nos systèmes de navigation. Donc on ne perd plus quelqu'un qu'on a retrouvé. C'est bien plus efficace que la veille aux jumelles, fût-elle de vision nocturne, et cette veille thermique ne met pas en danger nos sauveteurs, parce que pour veiller aux jumelles, il faut sortir sur le pont dans la nuit noire et dans les embruns. Voilà. Ensuite, donc, lorsque nous arrivons sur la personne en détresse ou sur le navire en détresse, le sauveteur a un rôle psychologique très important, parce que nos requérants sont inévitablement paniqués et souvent même incapables de répondre à la radio tellement leur état de panique est fort. Et donc le premier rôle qu'ont nos nageurs, sauveteurs ou nos équipages, c'est de rassurer les gens qui sont en détresse. Ensuite, on leur passe une touline, on les prend en remorque, on les sort de l'eau éventuellement, on leur prodigue les premiers soins, et c'est souvent le cas. Lorsqu'ils sont blessés et malades, on les transporte vers les hôpitaux où ils sont évacués par hélicoptère. Depuis les îles, nous avons une action de transport sanitaire très nombreuse. Depuis le début de l'année, donc sur 2 mois et demi, nous avons fait déjà 60 transports sanitaires depuis les îles, principalement les îles du Ponant, mais aussi parfois les îles de Méditerranée. Voilà. L'assistance aux biens et le remorquage, c'est le dépannage des bateaux, et si on n'arrive pas à les dépanner, on les remorque jusqu'au port le plus proche. Nos sauveteurs embarqués, donc je vous l'ai dit, seulement maintenant pour 23% issus des professions maritimes, toutes sortes de spécialités qui deviennent de plus en plus professionnelles, donc elles sont mentionnées ici. Des formations intensives, il y a beaucoup de stages, il y a maintenant un parcours de formation qui commence à ce qu'on appelle équipier de pont, c'est-à-dire apprendre à faire un nœud de chaise, apprendre à parler à la VHF, apprendre à être équipier dans une annexe, etc., jusqu'aux fonctions très spécialisées comme le plongeur hyperbare, le mécanicien, etc., etc. Nos diplômes sont homologués, je vous l'ai déjà dit, je ne passe pas, je passe rapidement. Donc, je vous l'ai déjà dit, nous opérons au large. Nous tenons l'alerte 24 heures sur 24, et c'est vrai. C'est-à-dire que cette année, par exemple, je prends un exemple, la station d'Audierne est sortie la nuit de Noël,
Et puis, ils se sont pris une vague scélérate. Ils ont été blessés et j'ai eu deux sauveteurs qui ont eu la colonne vertébrale brisée à la suite de cette vague scélérate. Ils ont réussi à rentrer sains et saufs, heureusement. C'était pour une suspicion de suicide à la pointe du raz. Et puis finalement, il n'y a pas eu de suicide, mais il y a eu 4 sauveteurs blessés. Nos sauveteurs appareillent en moyenne en 17 minutes. Le défi, c'est l'été d'arriver à rejoindre le bateau dans la circulation de nos stations balnéaires. C'est ça le problème. Nos sauveteurs habitent en général dans un rayon de 10 à 15 km autour de la station, mais le temps de rallier la station, alors quelques-uns ont des gyrophares, d'autres le font en 2 roues, mais c'est vraiment le défi d'arriver à rallier le plus rapidement possible pour appareiller en 17 minutes. Voilà, 22% de nos interventions se font de nuit, ce qui est quand même relativement important. Notre flotte, je vous ai mis ici quelques bateaux assez emblématiques. Le problème, c'est que nous avons 19 types de navires et 33 types de moteurs, et que ça suffit comme ça, parce que nous n'arrivons pas à avoir des rechanges pour tous les moteurs, nous n'arrivons pas à former correctement sur tous les bateaux nos sauveteurs. Et donc, nous avons lancé un programme qui a été initié par le président de la Gorse d'une nouvelle flotte concentrée autour de 6 types de navires de sauvetage qui vont du navire amiral, le navire de sauvetage hauturier de première classe, à droite, jusqu'au petit Zodiac qui s'appelle côtier de 4e classe. Nous l'avons confié à un chantier industriel, Couache. Alors, c'est plus ou moins vrai parce qu'en fait, nous continuons pour l'instant à acheter les petits navires, les navires côtiers, auprès d'autres chantiers ou d'autres sociétés comme Zeppelin, Zodiac 1000 Pro, etc. etc. Notre programme couvre 140 navires. Nous avons 800 navires à la SNSM, mais là-dedans, il y a de tout. Il y a beaucoup de petits navires. 100 millions d'euros en 10 ans, en fait, ça sera beaucoup plus court, ça sera probablement en 5 ans. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'il faudra encore renouveler d'autres navires après. Ce sont des navires qui, pour la première fois, ont été conçus comme des navires de sauvetage, alors que précédemment, c'était des pilotines, c'était des navires de servitude reconditionnés en navires de sauvetage. Là, nous avons dès le départ des navires de sauvetage. Et vous le voyez, pour ceux qui sont spécialistes, à la forme de coque, à la robustesse de l'accastillage et à toutes sortes de détails dont je peux vous parler à l'envi, parce que j'adore ça, qui font que ces bateaux vont être très, très adaptés à notre mission principale, qui est de sortir du port quand les autres rentrent. Et donc, il faut que nos bateaux tiennent la mer. Le sauvetage littoral, donc là, c'est sur les plages. En majorité, il est assuré par de jeunes étudiants que nous formons et que nous équipons, et qu'ensuite nous mettons à la disposition des municipalités. C'est 250 municipalités qui nous font confiance, donc 40% des plages de France. Nos nageurs sauveteurs donc, sont bénévoles durant l'année, et ensuite ils sont agents contractuels durant ces semaines d'été où ils sont employés par les municipalités. Et à peu près la moitié d'entre eux deviennent ensuite des formateurs bénévoles. Pour les former, nous sommes très fiers parce que nous leur délivrons 6 diplômes et nous sommes la seule association de sauvetage côtier à délivrer autant de diplômes. Alors, je vous passe tout cela. Ce qu'il faut simplement que vous sachiez, c'est qu'ils sont évidemment secouristes, mais qu'ils sont aussi des marins, c'est-à-dire qu'ils sont capables, ils ont tous le permis côtier et ils sont tous capables de mettre en œuvre des Zodiacs, des jet skis, des embarcations de diverses natures. Et ce n'est pas le cas par exemple, d'autres associations qui ne se contentent de les former sur la plage. Nous les formons pour intervenir au large, et c'est un vrai besoin maintenant, puisque les fameux engins dont je parlais tout à l'heure, kitesurf et autres, opèrent très loin, et donc il faut aller les chercher avec des moyens qui vont vite.
Maintenant, nous avons développé sur beaucoup de plages ce que nous appelons des postes d'intervention, c'est-à-dire des semi-rigides de 6 à 7 mètres avec des nageurs sauveteurs à bord qui patrouillent et qui récupèrent non seulement les bouées canards qui ont dérivé au large, mais aussi tous les imprudents qui se sont lancés sans regarder la météo et qui, en Méditerranée par vent de terre, se retrouvent très rapidement dans une houle de 3 mètres à 10 nautiques. Et là, on va les chercher. Je vous parle un peu de l'actualité et de l'avenir de la SNSM. Alors, la SNSM a été marquée le 7 juin 2019 par le drame des Sables d'Olonne, où 3 sauveteurs ont péri en intervention de sauvetage, comme d'ailleurs le pêcheur qu'ils espéraient pouvoir secourir. Le précédent drame à la SNSM, drame marquant, parce que nous avons d'autres drames, mais le précédent drame marquant, c'était le naufrage du canot de la Beuvrac en 1986. Et à la suite de ce naufrage, où 5 sauveteurs étaient décédés, le gouvernement de l'époque, donc en 1986-7, avait décidé un plan national de renouvellement de la flotte, ce qui nous a permis d'avoir notre flotte actuelle de canots insubmersibles, autoredressables, pontés, etc., etc., ce qui n'était pas le cas encore en 1986. En 2019, donc un drame qui a fortement secoué l'opinion publique et qui a aussi secoué nos élus, nos donateurs et le Sénat, qui a lancé une mission conjointe d'information pour voir ce qu'on pouvait faire pour éviter la répétition d'un tel drame et pour voir comment fonctionnait la SNSM. Ils ont été rudes, parfois cruels, parfois injustes, souvent injustes, mais ils ont mis le doigt sur quelques questions qui étaient effectivement peut-être problématiques à la SNSM. Et donc, à partir de là, j'ai conduit une consultation en mars 2020 de l'ensemble de nos bénévoles, consultation qui a été très prolifique puisqu'elle nous a donné des grands axes pour réformer et lancer ce fameux CAP 2030 qui fait suite au CAP 2010 qu'avait lancé l'amiral Lagan lorsqu'il était président de la SNSM. CAP 2030, c'est d'abord une vie associative renouvelée, c'est-à-dire... Alors, j'aime pas du tout le mot démocratiser, mais c'est bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que autrefois, naguère, seuls les responsables, présidents de station ou directeurs de CFI, pouvaient voter à nos assemblées générales et pouvaient être élus administrateurs. Maintenant, chaque sauveteur qui a plus de 3 ans d'ancienneté à la SNSM peut être votant, électeur, participer à l'Assemblée générale, etc., etc. Pourquoi plus de 3 ans? Parce que nous avons un turnover important et nous avons des jeunes gens, en particulier chez les nageurs sauveteurs, qui connaissent très mal notre association parce qu'ils n'y font qu'un passage météoritique d'une année, parfois 2. Et la SNSM est une association complexe et il faut se plonger dedans, en connaître l'histoire, la mémoire, la continuité pour l'apprécier et pour pouvoir avoir un jugement d'électeur. Bon, c'est pas tout à fait la démocratie universelle, mais c'est raisonnable parce que ça veut dire que les gens qui votent, ayant 3 ans d'ancienneté, eh bien, je pense, auront pu réfléchir à ce qu'est notre association. Alors, il y a beaucoup d'autres choses dans les statuts révisés qui ont été approuvés le mois dernier par le ministre de l'Intérieur et par le Conseil d'État précédemment. Et il y a en particulier une meilleure association des bénévoles aux décisions, aux grandes orientations et aux grandes décisions prises par notre gouvernance. Et en particulier, nous avons mis au point des commissions de bénévoles sur tous les sujets qui nous tiennent à cœur, comme le renouvellement de la flotte, nos équipements, la sécurité, la formation, etc., etc. CAP 2030, c'est ne pas mégoter sur l'argent pour donner
à nos sauveteurs les meilleurs navires et les meilleurs équipements possibles. Parce que pour pérenniser le modèle bénévole, pour que nos sauveteurs viennent et restent, il faut les attirer avec de beaux matériels, de bonnes procédures et les meilleures formations possibles. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre et il faut vraiment que les sauveteurs bénévoles trouvent leur satisfaction de bénévoles, leur motivation à travers les plus beaux navires possibles et les équipements les plus saillants et les plus adaptés. Nos tenues oranges sont maintenant assez sympas. Il était important de décentraliser le siège, c'est-à-dire que le siège ne soit pas perçu et n'agisse pas comme des Parisiens au fond des bureaux de la cité d'Antin. Vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez pour venir visiter notre siège, mais que le siège soit au plus près des stations, des structures locales. Et donc, nous mettons en place des salariés, des antennes, des structures dans chaque département ou interdépartement, dans les domaines de la formation, du soutien technique, de la maintenance de nos navires, du soutien administratif. L'administration, c'est un vrai sujet puisque, comme toute la France, nous sommes sous la pression des normes, du juridisme et d'une administration de plus en plus pesante. Et donc, nous faisons tout pour simplifier la vie de nos sauveteurs dans tous les domaines. Je vous prends un exemple. Nous avons décidé qu'en matière de finances, il n'y aurait plus de papier à la SNSM, et donc plus de pièces justificatives, de factures et de choses comme ça envoyées par colis postaux, mais que nous allions tout faire par informatique, par mail. C'est mis en place cette année, c'est prometteur et ça fonctionne bien. L'idée principale, c'était de rapprocher le siège de nos structures et pour cela, d'abord d'encourager les personnes du siège, qu'elles soient salariées ou bénévoles, à participer le plus possible à toutes les réunions locales, à toutes les assemblées locales, et aussi donc de déporter un certain nombre de services et de fonctions. Donc nous avons déjà un pôle de soutien de la flotte à Saint-Malo, qui est un petit chantier naval qui est extraordinaire, avec une vingtaine de personnes qui ont un niveau d'expertise remarquable. Vous avez un chantier naval qui vaut largement beaucoup de chantiers navals, enfin en tout cas ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, eh bien le chantier de Saint-Malo est bien meilleur. Et puis nous avons un pôle national de formation à Saint-Nazaire. Alors si vous passez un jour par Saint-Nazaire, allez rendre visite à notre pôle de formation. Ils sont quasiment tout le temps en train de délivrer des stages et de former des bénévoles, de former des patrons, de former des formateurs. Ils sont très sympas, ils sont sympas et ils sont très modernes. Nous avons, comme tout le monde, des simulateurs de navigation qui sont remarquables, mais nous développons aussi maintenant des mises en situation qui sont extrêmement ardues. Les choses célèbres, c'est bien sûr de sortir de nuit et de couper tout moyen électrique à bord du bateau et de revenir sans moyen électrique, c'est assez amusant. Et puis, ça consiste aussi à avoir des soutiens locaux, donc des salariés qui, au plus près des stations, dialoguent avec les stations, les interrogent, se renseignent sur leur état dans tous les domaines, état de formation, état physique, les RH bénévoles, c'est un vrai sujet parce que elles sont très difficiles, les ressources humaines bénévoles, pardon, elles sont très difficiles à apprécier, à suivre, puisqu'un bénévole, par définition, c'est évanescent. Ça vient, ça va. Et il faut donc avoir des gens au plus près qui se soucient du moral, de l'état général de nos bénévoles. Cap 2030, c'est pour moi 3 priorités. La première priorité, c'est d'assurer, quoi qu'il en coûte, de garantir la sécurité de nos sauveteurs et des personnes secourues. C'est essentiel. Donc je veille à
toute déviance dans ce domaine et je veille à la rattraper au plus vite. Évidemment, nous devons assurer notre mission opérationnelle sans faille, sans défaut, avec la meilleure efficacité en termes de rapidité d'intervention, en termes de résultats. Bien sûr, nous n'avons pas d'obligation de résultat, mais nous avons l'obligation morale et elle est plus forte que toutes les autres. Mais je peux vous dire que lorsque nos sauveteurs ramènent un cadavre, ils sont secoués et ils sont en sentiment d'échec. Conforter le bénévolat, puisque le bénévolat, c'est l'essence de la SNSM, et donc j'estime que mon devoir principal, c'est de pérenniser pour l'avenir ce modèle bénévole des sauveteurs en mer. Et pour cela, il faut veiller à l'harmonie, à l'amitié et à la cohésion au sein de notre association. C'est essentiel parce que je pense qu'on rallie la SNSM pour la mission, pour sauver des vies, mais on y reste parce qu'on s'y sent bien dans nos stations, parce qu'il y a un bon esprit, une bonne entente. Voilà, j'arrive à la fin de mon propos et je voudrais terminer par une note d'optimisme très forte. La SNSM n'a que 55 années de vie, mais en fait, elle s'appuie sur 150 ans, peut-être 300 ou 400 ans de sauvetage. Et nous sommes imprégnés par cela. Je reviens au début de mon propos sur la solidarité des gens de mer et le sauvetage de la vie humaine en mer. Nous sommes fortement imprégnés et vous avez peut-être aperçu dans l'actualité qu'aujourd'hui, nos stations du Nord-Pas-de-Calais et notre station de Mayotte sont très fortement engagées dans le sauvetage des migrants. Nous ne portons aucune forme de jugement ou d'appréciation politique sur le sujet, ça n'est pas notre propos. Notre propos, c'est de sauver des naufragés et rien d'autre. Mais vous voyez nos stations qui reviennent au port avec plus de 50 personnes sur un canot qui fait 17 mètres de long, 50 personnes avec des blessés, des bébés, des femmes enceintes. J'ai des photos extraordinaires de sauveteurs qui donnent le biberon pour les choses les plus agréables. Et j'ai notre station de Mayotte qui revient avec des cadavres, en grand nombre parfois, dans un état que je vous laisse imaginer, et qui sauve aussi un grand nombre de personnes. L'année dernière, la SNSM a sauvé 3000 migrants en 2021. C'est absolument énorme et je pense que ces personnes étaient condamnées soit par l'eau froide, soit par les requins, si nous n'étions pas intervenus. Donc, ce n'est pas vraiment optimiste. Mais si, parce que nous les avons sauvés. Et donc c'est formidable. Merci. Merci beaucoup, Amiral, pour ce témoignage. Merci beaucoup pour votre implication bénévole à vous aussi. Je sais que c'est du bénévolat qui prend 7 jours par semaine, peut-être même 24 heures sur 24 à certains moments. Bravo pour toute la mission que vous faites. Alors bien sûr, il y a comme toujours 2 micros qui vont passer, un de chaque côté. Le temps que le deuxième micro peut-être se place du côté de mon côté tribord. Je me souviens, souvent on compare la SNSM avec son équivalent britannique. Et je sais qu'à un moment donné, après le drame des Sables d'Olonne, on a vu quand même qu'il manquait un certain nombre qu'il y avait quand même des problèmes de financement. Et c'est très bien d'ailleurs que l'État se soit engagé davantage. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après vous, la SNSM est suffisamment connue? On compare souvent à son homologue britannique qui visiblement a une capacité à générer beaucoup plus d'adhésion. Qu'est-ce qui explique que du côté français, on ait beaucoup moins d'adhérents encore que du côté britannique? Alors ça pose d'autres questions, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une meilleure prise de conscience du formidable travail que vous faites? Et puis une autre question induite, il y a quelques jeunes, il y a beaucoup de jeunes
qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Vous recrutez, enfin bénévolement, on est bien d'accord. Bon, il ne faut jamais se comparer avec les Britanniques. C'est toujours, ça peut être désagréable. Mais bon, oui, non, c'est incomparable parce que la RNLI, c'est 70 000 bénévoles alors que nous en avons 9 000. Mais sur ces 70 000 bénévoles, il y en a une grosse partie qui est dédiée à la collecte. En fait, ils ont le même nombre de stations que nous et ils secourent moins de personnes que nous. Donc voilà, on a quand même notre fierté. Cela étant, aujourd'hui, la SNSM est bien connue du grand public français. C'est une grande satisfaction. Vous avez vu que nous faisons des campagnes de com assez régulièrement. Nous faisons des portes ouvertes, beaucoup d'actions de communication externe qui portent bien, je crois. Notre notoriété est excellente. Notre capital de sympathie est très bon. Et j'ai plaisir à dire que nous avons un capital de sympathie supérieur à celui des armées, puisque nous sommes à 86% de capital de sympathie. Donc ça, c'est assez agréable. Ce qui nous manque et ce qui fait défaut, c'est que beaucoup de gens pensent encore que nous sommes des salariés ou des volontaires rémunérés, ou ce genre de choses, alors que ce n'est pas parce qu'on porte un uniforme orange qu'on touche de l'argent. Nous sommes totalement bénévoles et il faut qu'on fasse encore un effort pour le faire savoir. Et puis, bon, les jeunes gens, mais on va en reparler très certainement, vous êtes tous absolument les bienvenus dans nos stations de sauvetage et nos centres de formation. Nous n'exigeons aucune connaissance maritime. Nous exigeons un caractère agréable qui supporte la vie en équipage. Et nous exigeons le dévouement et l'engagement. Après, tout est possible. Alors, la première question, on aura également les questions des internautes. Merci, comme toujours, d'avoir la gentillesse de vous présenter. Donc, bonjour monsieur, je me présente, je m'appelle Marie Astrid, je suis en L1 Histoire Sciences Politiques à l'ICP. Et je voulais vous poser la question si vous étiez avec les sauveteurs en mer en association, en fédération, j'ose dire, avec d'autres associations de sauveteurs en mer, par exemple en Europe ou dans le monde. Et si également, avec les sauveteurs en mer, vous pouvez également rencontrer des problèmes territoriaux, par exemple, avec d'autres pays, avec des contentieux, par exemple. Merci. Alors, la question internationale connaît une réponse brève, puisque le sauvetage en mer est une mission régalienne de l'État français. Donc, déjà, c'est clair, nous sommes purement et strictement nationaux. Cela étant, nous sommes membres d'une association qui s'appelle l'IMRF, en anglais International Maritime Rescue Foundation, et nous travaillons avec cette IRMF pour échanger nos pratiques, pour se donner des conseils et des avis les uns les autres. C'est assez efficace, ça marche bien. Et puis, la France, elle a des frontières et des frontières maritimes. Et donc, nous avons inévitablement une excellente coopération avec nos amis belges, espagnols, britanniques, italiens, etc., etc. La difficulté, c'est que notre modèle bénévole n'est pas reproductible souvent chez nos camarades. Ce sont souvent des gardes-côtes, des agences d'État qui tiennent ce rôle. Mais nous avons la vertu d'être disponibles 24 heures sur 24 et d'appareiller en 17 minutes. Et si je prends l'exemple de la baie de Saint-Sébastien, eh bien, très souvent, nous franchissons la frontière, qui n'existe pas, pour aller sauver des personnes en difficulté dans les eaux espagnoles. Et le MRCC espagnol et le CROSS ETEL se parlent très fréquemment et nous intervenons sans difficulté. De la même manière, nous intervenons au large du Cap Cerbère, donc pardon, c'est en Occitanie, c'est en Pyrénées orientales, pour justement sauver les gens sans qu'il y ait de notion de frontière. Car l'avantage, c'est que le sauvetage en mer, s'il y a des frontières étatiques, lui ne connaît pas de frontières. Donc la jonction avec les différentes frontières ou avec le Canada à Saint-Pierre-et-Miquelon est parfaitement assurée. Merci, Amiral. Une question d'Internet avant de passer la parole à quelqu'un de la salle. Question effectivement d'Éric Langlois. Pourquoi ne pas imposer à tous les plaisanciers de cotiser? Une cotisation obligatoire. Alors, le serpent de mer et la bouteille à l'encre.
On a beaucoup réfléchi à cette question. Et maintenant, nous avons une position ferme et tranchée. Non, nous ne voulons pas taxer ou obliger les plaisanciers. Pourquoi? Parce que si nous le faisons, nous serions redevables vis-à-vis des plaisanciers redevables d'une obligation de résultat. Et nous ne voulons pas. Comme je vous l'ai dit, nous voulons conserver cette générosité du public, et une grande partie de ce public est constituée par les plaisanciers, qui va avec notre bénévolat. Et donc, nous ne voulons pas nous transformer en salariés, et nous ne voulons pas créer de nouvelles taxes pour imposer des redevances ou quoi que ce soit qui nous obligerait, par exemple, à la gratuité des assistances en mer ou à ce genre de choses. Donc non, notre système est sain et nous aimerions le conserver. Bonsoir Amiral, je m'appelle Grégoire, je suis en licence Histoire-Géographie. On a fait référence à votre expérience dans la Marine nationale au début de la conférence et je me demandais si cette expérience-là vous pouvait aider à commander des hommes en mer à la SNSM, à assurer la sécurité des équipages, y compris dans du gros temps. Et si ça apportait aussi une expérience humaine au sein de la SNSM. Vous avez parfaitement raison, monsieur. Ce qu'on trouve en commun dans toutes les marines, c'est l'esprit d'équipage. Et à la SNSM aussi. Et cet esprit d'équipage, j'ai eu la chance de pouvoir le développer, pas seulement dans la Marine nationale, en tout cas de l'apprécier, et d'en connaître, non pas toutes les finesses, parce qu'elles sont infinies, mais en tout cas toutes les subtilités, peut-être. Et la SNSM, c'est effectivement une organisation de bénévoles, donc ça ne se commande pas comme une bande de quartier-maître, mais je retrouve chez les marins ce même esprit du devoir, du sens du service, de la solidarité et ce fameux esprit d'équipage. Dans toutes les marines, vous allez retrouver cet esprit d'entraide et je pense qu'avoir par le passé une vie de marin, cela m'aide. C'est très important aussi pour moi d'avoir vis-à-vis des sauveteurs en mer une légitimité. Parce que lorsqu'on me parle de je ne sais pas trop quoi, moi, de mèche de safran ou de n'importe quoi, ce que vous imaginez, de bataillole, pour prendre un terme un peu technique, je comprends ce que c'est. Et je peux en discuter avec eux. Et je peux sortir en mer et être capable de prendre la barre du bateau. C'est utile. Merci. Une question qu'on ne peut pas manquer, qui est celle de notre président naufragé mais des transports. Est-ce qu'il n'y a pas deux SNSM, donc Audrey Blier bien sûr, est-ce qu'il n'y a pas deux SNSM très différentes et en fait éloignées? Les sauveteurs embarqués qui vivent en équipage, d'un côté, et les nageurs sauveteurs chez qui on trouve probablement la majorité des météores, entre guillemets, auxquels vous avez fait allusion. Encore une excellente question. Et un de mes autres combats, et là aussi c'est de haute lutte, c'est de rapprocher ces deux composantes de la SNSM qui ne doivent pas être disjointes. Heureusement, il y a osmose et porosité entre ces deux composantes. J'étais encore il y a 3 jours à la station de Cap-Breton-Osgore dans les Landes, et à la station de Cap-Breton, je voyais 2 jeunes équipiers sur leur vedette de 2e classe qui étaient aussi nageurs sauveteurs en plage. Et je me dis, c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire que ces jeunes nageurs sauveteurs, quand ils ne sont pas en plage l'été, ils sont embarqués sur les vedettes de sauvetage. On essaye de développer toutes les occasions de faire se mélanger, de faire s'entraîner, de faire travailler ensemble les nageurs sauveteurs et les sauveteurs embarqués. Car nous sommes tous une seule et même famille, la famille Orange. Monsieur le Président, Amiral, Bruno Pou-Guillaume, je suis un très ancien donateur de la SNSM, un plus récent bénévole, plus navigant compte tenu de mon âge. Et j'ai une question à laquelle m'a fait penser l'emploi du terme démocratie.
dans votre présentation. Vous aviez en 2005, la SNSM avait sur les conseils du Conseil d'État créé un comité de donateurs pour donner la parole à ceux qui représentent presque 70% de votre ressource. Ce comité de donateurs a-t-il si mal fonctionné que vous l'aviez supprimé l'année dernière? Démocratie ne veut pas dire manque d'autorité. J'ai de l'autorité. Le comité des donateurs n'a pas fonctionné. Il n'a jamais fonctionné. D'autre part, je suis désolé de le dire et je sais, il n'a jamais fonctionné, il n'a jamais rien rapporté de sensible. D'autre part, le Conseil d'État et la Cour des comptes nous ont dit que être donateur n'ouvrait aucun droit associatif dans la règle actuelle de fonctionnement des associations françaises. Et donc, le Conseil d'État m'a interdit de mentionner les donateurs dans les statuts que nous avons révisés. C'est pourquoi il n'y a plus le mot donateur dans ces statuts. Ce qui n'empêche pas que nous adorons nos 200 000 donateurs, que nous ne pouvons pas vivre sans eux, et que nous les associons à la SNSM par d'autres moyens. D'abord, par la revue Sauvetage, qu'ils reçoivent tous individuellement dans leur boîte aux lettres. Ensuite, par la mise en place de passerelles de dialogue qui n'existaient pas précédemment. Et maintenant, il y a en particulier 2 salariés au siège dont la seule tâche est le dialogue avec les donateurs. Sur cette question des donateurs, Amiral, il y a un signalement de Marie-Henriette Esquivier qui nous dit que le site internet pour les donateurs est très bien fait. Voilà, ce n'est pas une question, mais je fais passer l'information puisque nous sommes dans la thématique. Qui souhaite à nouveau intervenir? Autre question de Jean-Michel Suche, qui est le président du Cercle de la mer de Bordeaux. La technologie des drones aériens et maritimes apporte-t-elle des améliorations dans les modes d'intervention en sauvetage? Jean-Michel, je te salue et je suis très heureux et honoré que tu aies la gentillesse de m'écouter. Le drone, vaste sujet, vaste débat en ce moment en interne à la SNSM. Pour faire du sauvetage, il faut avoir la capacité de sortir par tous les temps, c'est-à-dire par 45 nœuds de vent. Il faut avoir la capacité à être mis en œuvre depuis un canot qui bouge fortement, avec une plateforme arrière très étroite, parfois encombrée. Et il faut surtout que la mise en œuvre d'un drone n'impacte pas, ne gêne pas la mission des sauveteurs embarqués. Il ne faut pas que j'ai 2 équipiers consacrés à la mise en œuvre du drone, car ça sera 2 équipiers de moins pour la mission de sauvetage. Il ne faut pas que le patron soit gêné dans sa route, dans sa navigation, dans son opération, dans sa manœuvre, par un truc qui tourne au-dessus. Aujourd'hui, les drones hélicoptères, qui sont les seuls adaptés, puisqu'il n'est pas question d'embarquer un drone avion d'une certaine taille, les drones hélicoptères font 20 nœuds de vitesse. 20 nœuds de vitesse, ce n'est pas suffisant. Si vous mettez un vent de 20 nœuds, un bateau, une vedette qui lui-même avance à 20 nœuds, si par hasard il déboute au vent, ça fait 40 nœuds. Donc, il ne faut pas que la vedette attende le drone qui avance trop lentement, pardon, alors que la vedette avance trop vite. Premièrement. Deuxièmement, à quoi ça sert? Ça peut servir pour faire de la recherche de naufragés, des patterns de recherche avec des moyens optroniques, des moyens visuels, ce qui permet d'être un petit peu au-dessus et un petit peu plus loin que la vedette elle-même et que la surface de l'eau. Donc nous développons en ce moment des recherches, des études pour essayer d'avoir un drone auto-guidé, c'est-à-dire qu'on puisse mettre en œuvre en appuyant sur un bouton on et récupérer avec un bouton off, et ensuite le drone se débrouille parce qu'il a été programmé pour faire sa mission tout seul et ne nous gêne pas, mais nous envoie en revanche ses images ou ses résultats. C'est ce qu'on essaye de faire en matière de drone aérien aujourd'hui. En matière de drone de surface, on développe
des expérimentations avec des bouées autopropulsées. C'est une sorte de bouée fer à cheval avec des petits moteurs électriques, des petites hélices qui permettent d'aller très vite sur un naufragé depuis la plage ou depuis une vedette. Donc ça, c'est assez prometteur. Il ne faut pas que ça soit dangereux. Les premiers modèles qu'on a essayés étaient plus dangereux que salvateurs. Donc bon, voilà. Mais on développe ça malgré tout et ça peut marcher. Et puis, le drone aérien est très efficace pour l'entraînement, la formation, la communication, les images, toutes sortes de choses comme ça. Et là, on encourage nos stations à acheter des drones pour ces activités, ces missions qui ne sont pas des missions à proprement dit de sauvetage de la vie humaine. Merci. Une question par SMS également de M. Benteja. La SNSM intervient-elle aussi avec un vent de force 7 ou 8 ? Y a-t-il des limites ? Canon tout temps, ça veut dire beaucoup de choses. Je vous ai dit tout à l'heure, sous forme de boutade, qu'on sortait quand les autres rentraient au port. Ce n'est pas toujours faux. En fait, la question, c'est quelle est la prise de risque pour les sauveteurs et seront-ils efficaces pour sauver les vies ? C'est une question qui est laissée à l'appréciation du patron d'équipage. Ce qui veut dire que le patron d'équipage maintenant, et on y a beaucoup réfléchi après le drame des Sables, doit consulter son équipage, comme cela existe d'ailleurs dans la marine marchande. Il y a les conférences dans la marine marchande, avant mission, avant appareillage, qui rassemblent le second, le chef mécano, le maître d'équipage, et ils discutent de la mission pour savoir si la mission est faisable ou risquée, et quelle part de risque on pense prendre. Donc nous déjà, on demande à nos patrons de discuter au sein de leur équipage pour savoir si on y va ou si on n'y va pas. De discuter avec le CROSS, qui est le donneur d'ordre, pour que le CROSS dise bien s'il y a réel danger, réelle urgence, ou si on peut, ma foi, peut-être attendre que le temps bossisse un peu, ou que d'autres moyens interviennent qui prendront moins de risques. Il n'empêche que je sais bien que les sauveteurs et les patrons d'équipage, lorsqu'il y a une personne en danger en mer, ont une pression morale extrêmement forte pour y aller. Et donc, je n'arrête pas de leur dire et de leur répéter que la sécurité prime. C'est-à-dire que, ok, ils vont y aller, mais sans se mettre en danger. On voit régulièrement des bateaux qui se mettent en danger. Parfois involontairement d'ailleurs. Il y a eu, c'était au mois d'octobre dernier, un épisode Cévenol, et sur la côte occitane, 7 morts, parce que l'épisode est arrivé brutalement, et 7 morts roulés par les rouleaux sur la plage, et donc 7 noyés. Évidemment, les stations sont sorties. Et la station du Cap d'Agde, le bateau s'est retourné. Aïe. Bon, le bateau s'est redressé, tout s'est bien terminé. Et ils sont rentrés au port en se disant, on s'est fait peur, on rentre. Mais vous voyez, ils étaient en mer. Donc, il y a une part de risque, une part d'inconscience qu'il faut éviter. Une question. On va mettre le micro de ce côté-ci. Peut-être tu nous sélectionnes une belle question qui a ta préférence, Régis, pour après, Internet. Oui, bonsoir. Je suis Hervé Guilbault, simple plaisancier. Amiral, bravo pour ce topo et merci pour l'immense travail que vous et vos équipes font. Alors j'ai une question toute bête. Vous avez beaucoup parlé des jeunes, à juste titre. Quelle est la limite d'âge haute pour rejoindre la SNSM ? Merci. Si vous êtes déjà formé et compétent, la limite d'âge est de 66 ans. Si vous êtes déjà en station, la limite d'âge est de 70 ans, c'est l'extrême limite. On considère qu'au-delà de 70 ans, statistiquement,
la part de risques médicaux, physiques, augmente considérablement. La mission de sauvetage, ce n'est pas une mission pour les arrière-grands-pères. C'est dangereux d'être à la mer de nuit sur un bateau qui bouge, dans lequel il y a des tas d'obstacles, et où on vous demande d'abord une force physique et ensuite de prendre des risques. Donc on a mis cette limite, qui est aussi une limite assurantielle, puisque l'ENIM, l'organisme qui nous assure, donc c'est l'assurance de la marine marchande, n'accepte pas de nous assurer au-delà de 70 ans. On a quand même des dérogations possibles, parce qu'on considère que lorsqu'il manque un équipage, un membre d'équipage, et qu'il y a une vie humaine en danger, on autorise à embarquer ce qu'on appelle la personne sur le quai, pudiquement, c'est-à-dire la personne qui a 72 ans, qui est un ancien sauveteur bien connu de la station et qui peut nous aider dans des fonctions qui ne sont sans danger, comme celle de radionavigateur, où on ne sort pas sur le pont, ou ce genre de choses. Donc on a une petite tolérance. Mais 70 ans au-delà, c'est dangereux. L'année dernière, en Gironde, donc à l'ouvert de la Gironde, bien sûr, il y a une station qui sort pour aller sauver une personne. Elle sauve la personne, et puis le mécanicien qui avait 72 ans fait une crise cardiaque. Eh bien, on a sauvé le mécanicien avant de sauver la personne. Et on l'a élitreillé. Voilà. Il y a un risque quand même sensible passé 70 ans. Emmanuel, une question. Tu as parlé des arrière-grands-pères, mais je pense que ce n'est pas une mission non plus pour les arrière-grands-mères. Et ma question, c'est de savoir, peux-tu nous parler un peu de la féminisation des équipages ? Alors, chez nos sauveteurs, nous avons 13%, sauveteurs embarqués, 13% de femmes. Et chez les nageurs sauveteurs, où là, ce sont des jeunes étudiants et étudiantes, on a 36% de femmes. Pourquoi seulement 13% ? D'abord parce que, historiquement et traditionnellement, c'est quand même un milieu d'hommes, les nageurs sauveteurs. Et donc, c'est toujours un peu difficile pour une femme d'arriver dans une station de vieux marins et d'arriver à faire son trou dans la station. Il n'empêche qu'elles sont de plus en plus nombreuses, que nous avons déjà des patronnes, des présidentes de stations, et donc des femmes qui filent des baffes aux vieux marins, et ça leur fait du bien. Et puis, se pose la question après, et là c'est plutôt sociétal, de la disponibilité pour alerte. Vous avez compris que nous demandons à nos sauveteurs de tout lâcher instantanément pour appareiller en 15 minutes. Et malheureusement, et c'est un fait de société, j'en suis désolé, les femmes souvent ont la charge des enfants. Et c'est difficile de trouver un mari qui instantanément, un conjoint qui instantanément dit « Hop, tu peux y aller, je m'occupe des enfants ». Ça existe, mais c'est plutôt rare. Et malheureusement, elles ne peuvent pas laisser leurs jeunes enfants tout seuls à la maison pour appareiller, pour la plupart. Mais il y en a qui le font, et elles seront de plus en plus nombreuses. Il faudrait peut-être penser, Amiral, à former les maris aussi. Il y a peut-être une solution. Est-ce qu'il y aurait une autre question ? Il y a une question de Driblier. Vous voulez bien avez-vous régulièrement des exercices avec les moyens de sauvetage, l'État, pour faire face à des naufrages de paquebots ou autres ferries ? Oui, alors les préfets maritimes qui n'oublient jamais la SNSM n'arrêtent pas de nous solliciter dès qu'ils montent un exercice de sauvetage de grande ampleur, ce qui est une très bonne chose. Et donc nous entraînons très fréquemment sur toutes les façades à sauver effectivement les ferries, les navires transport de passagers. Et là, on déclenche toutes les stations d'un coup. On l'a fait encore tout récemment en Méditerranée, sur la côte occitane, où on a engagé 9 ou 10 stations d'un coup, aux ordres du préfet maritime. C'est vrai que l'avantage de la SNSM, c'est qu'on n'embarque pas forcément beaucoup de personnes. Je vous ai cité 50 personnes, ce qui est un chiffre
très important, mais quelques dizaines de personnes, c'est faisable. Et donc, ça permet de faire des norias très rapidement, en particulier avec des moyens plus importants qui n'ont pas cette capacité. Ensuite, nous travaillons très très fréquemment avec les hélicoptères et les avions de la marine. Les exercices d'hélitreuillage, toutes les stations en font, et très fréquemment. Et puis, nous intervenons aussi sur des choses qui sont plus improbables, comme par exemple le sauvetage en Gironde. Parce qu'en Gironde, s'est développé depuis quelques années des croisières fluviales qui embarquent sur des bateaux pas très très sécurisés des centaines de personnes. Et là, on se dit que s'il arrivait quoi que ce soit à ce type de bateau, je pense que nos stations de Gironde, car nous avons une station à Pauillac, une autre à Royan, une autre au Verdon, elles seraient très largement engagées pour sauver ces personnes en difficulté. Je vous cite l'exemple de la Gironde, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a l'exemple aussi de la Seine, etc. Il y a une question dans la salle. Bonjour Amiral, Yves Dehaye, plaisancier occasionnel. La SNSM et ses agents, ses bénévoles, sont-ils dotés d'un pouvoir de police? Encore une excellente question. Et ma réponse est surtout pas. Jamais, au grand jamais. Et évidemment, très souvent, on est tenté de nous faire jouer ce rôle. Pourquoi ? Parce que se développent maintenant des incivilités en mer qui sont de plus en plus nombreuses. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui naviguent n'importe comment, mettent en danger la vie des autres, par exemple en ne respectant pas des vitesses ou des zones de navigation, et puis aussi naviguent en étant en état d'ébriété ou sous narcotique de manière plus qu'accentuée. Ça pose de vrais problèmes. Il y a aussi assez fréquemment des crimes et des délits en mer, ça arrive. Alors, nos sauveteurs disent « nous ne voulons pas être perçus comme des gendarmes maritimes », et j'adore les gendarmes maritimes, mais il faut bien faire la différence. Nous avons une mission de sauvetage qui suppose que les gens qu'on va aller sauver nous fassent instantanément confiance et ne nous confondent pas, surtout quand ils ont commis des fautes, avec des administrateurs des affaires maritimes ou autres. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour dresser des procès-verbaux, nous sommes là pour les sauver et leur porter assistance. C'est parfois très délicat, parce que parfois, effectivement, vous avez des gens qui... alors, évidemment pas les bons plaisanciers, mais il y a parfois les mauvais plaisanciers, comme les mauvais chasseurs, qui ont commis des fautes, des imprudences ou des... oui, c'est parfois même pire, hein, des délits assez importants. Non, on n'est pas là pour les juger. Alors, comme malgré tout la question est insistante, elle revient fréquemment, lorsqu'il y a risque potentiel, nous embarquons à bord de nos navires des officiers de police judiciaire, armés souvent. Et ça arrive quand, par exemple, on va vers un bateau que l'on sait transporter de la drogue. Alors le bateau est parfois en détresse, c'est arrivé, et donc nous intervenons pour les sauver, mais en même temps on sent bien qu'on risque d'être mal accueillis si on ne récupère pas les ballots de drogue ou je ne sais pas. Bon. Donc on a des OPJ à bord quand on fait ce genre de choses. Et puis, sur certains de nos bateaux qui sont dans des zones très exposées justement aux incivilités, aux crimes, aux délits, nous avons mis en place des systèmes de sécurité sur nos vedettes qui sont les mêmes systèmes qui existent à bord de l'aviation civile, c'est-à-dire le bouton poussoir discret qui permet instantanément de déclencher une alerte vers les crosses, et la vedette à ce moment-là se signale en disant je suis en danger, je ne peux pas dire, je ne peux pas parler, mais je suis en danger. Je pensais en fait à un autre exemple d'amis un peu navigateurs qui, ces dernières années, alors qu'ils approchaient du chenal d'entrée du port, ils avaient affalé la voile, et puis défaillance du moteur, appel par VHF, son copain qui est pas loin, qui arrive pour lui passer une amarre.
Et le canot de la SNSM qui était dans le coin arrive et de façon très péremptoire s'interpose en lui disant non, c'est notre amarre qu'il faut prendre. Et donc la personne en question a pris l'amarre ou a passé l'amarre sur le canot de la SNSM et s'est vu réclamer après 750 €. Alors que son ami, c'était tout à fait gratuit et bénévole pour le coup. Dans ce genre d'histoires qui sont assez nombreuses, il y a toujours deux versions. Moi, j'ai souvent la version de la SNSM. La version de la SNSM, souvent, c'est d'abord, pour que la SNSM prenne la remorque d'un plaisancier, il faut qu'elle ait été ordonnée par le CROSS. Le CROSS est absent dans votre histoire, mais je pense que le CROSS avait veillé les fréquences et avait probablement dit à la SNSM « vous prenez ce bateau parce que le plaisancier n'est pas forcément capable ». Il y a aussi quelque chose que les plaisanciers ne savent pas, c'est lorsqu'ils prennent un bateau en remorque, ils ne sont plus assurés, ni sur leur propre bateau, ni sur le bateau qu'ils remorquent. Leur assurance ne les couvre pas pour cela, car ce n'est pas leur mission. Et donc, ils prennent parfois un risque un peu important, d'autant plus que ça peut mal se terminer, en particulier à la rentrée dans le port ou dans le port. La SNSM, je n'ai jamais entendu dire que, de leur propre initiative, les sauveteurs avaient obligé les gens à prendre une remorque. Ça me paraît curieux, mais je serai preneur après de la station concernée pour que je vérifie cette affaire. En revanche, la SNSM est souvent confrontée à des sociétés de sauvetage ou de transport maritime concurrentes, qui ont d'ailleurs des tarifs beaucoup plus élevés, et qui, elles, souvent tentent d'imposer la prise de remorque pour contre-rémunération, bien sûr, au détriment de la SNSM, qui a été déclenchée par le CROSS. Car je rappelle que lorsque un navire demande assistance, sous forme parfois de messages panne, 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 message radio panne, 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 le CROSS relaie le message et dit qui veut assister. Les plaisanciers, les navires de commerce, les pêcheurs qui sont autour peuvent dire « Ok, je prends la mission ». Mais le CROSS, s'il juge que, d'abord qu'il n'y a personne de compétent pour le faire, ou que les circonstances sont trop dangereuses, ou que la personne n'est pas capable de le faire, va dire à la SNSM, va déclencher la SNSM et va dire « vous y allez ». Parce que la SNSM, qui n'est a priori pas sur l'eau, est déclenchée depuis le port. Et donc la vedette de la SNSM sort pour aller le faire. Mais elle sort, toutes les missions SNSM se font sur ordre du CROSS. Toutes. Un tout petit mot, amiral, vous avez parlé du fait que la SNSM soit sollicitée par rapport aux Ukrainiens. Vous pouvez en dire peut-être une poignée de secondes? Non, il n'y a rien de plus marqué. Non, il n'y a rien de spécial, mais à chaque fois qu'il y a secours aux populations ou aide aux populations, on fait appel assez vite à nous, évidemment surtout sur la frange littorale, parce que nous sommes bénévoles, ça ne coûte rien, et l'État est parfois pingre. Nous sommes tous secouristes, et nous sommes tous extrêmement dévoués. Moi, je suis toujours, quand je dis nous, je devrais dire ils, mais je suis frappé à quel point les sauveteurs se dévouent, mais sans compter, en abandonnant leur famille. Et donc, je pense qu'assez facilement, les préfets disent « Allez, venez ». Alors là, ça va être évidemment pour leur procurer éventuellement non pas des soins, mais de l'aide médicale, les mettre en relation avec des structures de soutien, quelles qu'elles soient, faire probablement des commissions de bouffe ou ce genre de choses. C'est ce type de mission. On a armé des centres Covid et ça a été un vrai succès. Moi, j'ai été au centre Covid de Douarnenez, où il y avait une ambiance, mais que je n'ai vue nulle part dans un autre centre Covid, centre de vaccination. Vous alliez donc au centre de Douarnenez, déjà, il y avait quasiment tout le temps un sonneur qui vous jouait des airs bretons. C'était déjà sympathique, il y avait de la musique à l'entrée. Ensuite, quand vous étiez en train de faire la queue, il y avait une sauveteuse en orange qui vous apportait du kouign-amann ou du gâteau au chocolat. Ça commençait comme ça. Et puis après, il y avait une ambiance de rigolade absolument extraordinaire. Et à la fin, quand vous sortiez, évidemment, il y avait le tronc de la SNSM.
Et là, on voyait les gens qui mettaient 3 sous dans le tronc et ça faisait vraiment plaisir. Peut-être une dernière question avant qu'on présente oui. le prochain Mardi de la mer et puis la conclusion. Merci encore pour votre intervention. Xavier Bontemps, moi je suis lecteur de Voiles et Voiliers. Et on lit souvent pour les accidents de parcours, les retours d'expérience, les leçons à tirer. Et je me suis posé la question si votre association fait le bilan, essaye de comprendre les causes de tous ces naufrages de façon à faire une forme de prévention ou si vous n'êtes qu'uniquement qu'en secours et en réaction. Merci. Alors d'abord, nous sommes membres du SNOSAN, qui est l'organisme qui répertorie l'accidentologie en mer. Et donc nous faisons remonter toutes nos statistiques et toutes nos données vers cet organisme donc, qui établit ensuite, mais c'est un rétexte plus quantitatif que qualitatif. Et puis il y a des trucs stupides qui pour l'instant ne sont pas encore enregistrés, et j'ai demandé que ça le soit, et ça va l'être. C'est lorsque nous secourons une personne, savoir si cette personne portait un gilet de sauvetage ou pas. C'est idiot, mais nous avons besoin de savoir, au titre justement du retour d'expérience, si les gens avaient une brassière pour les aider à flotter. Ensuite, nous avons mis en marche des procédures de rétex, de retour d'expérience, qui ont été beaucoup formalisées depuis le drame des Sables. Donc c'est du rétex sur nos propres opérations et sur les opérations de secours. C'est-à-dire, par exemple, un remorquage se passe mal, nous cassons la remorque, ou nous avons une avarie sur le bateau que nous secourons, et à ce moment-là, oui, nous avons une démarche rétex qui est enclenchée avec témoignage de la station, enquête et enregistrement dans la base de données, recommandations, suivi des recommandations, plan d'action, etc., etc. Donc une démarche à peu près structurée. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre en liaison avec la personne qui est responsable du retour d'expérience chez nous. Alors, on va arrêter le jeu des questions. Je prends simplement la parole. Olivier Laurence va vous remercier en notre nom à tous. Je voudrais simplement vous préciser, donc, le prochain Mardi de la mer dans 15 jours, sauf que ça ne correspond pas exactement au programme écrit, car Mika Mered est déjà intervenu au premier semestre pour remplacer justement Benoît Vidal-Giraud. Donc, nous aurons le 29 mars la thématique suivante, l'aquaculture, une clé d'alimentation humaine demain, point de suspension, mais laquelle? Vous verrez que dans le mais laquelle, c'est de savoir si l'aquaculture de poissons herbivores n'est peut-être pas la solution qui permettrait à la fois de satisfaire les besoins de 3 milliards de terriens en plus en 28 ans et de tous ceux qui veulent une diversification protéinique par rapport au riz et au soja. Donc voilà. Je pense que ça sera également un très beau Mardi de la mer. Comme toujours, le président de l'IFM ou son éminent représentant ce soir va donner le mot de la fin. Merci Emmanuel pour cette présentation remarquable de nos sauveteurs en mer. Depuis les origines philosophiques et quasi religieuses du sauvetage, sous la pression des recteurs et des curés, jusqu'à la modernisation de son organisation, de ses statuts et de ses capacités. Tout ceci donne confiance dans l'avenir et surtout confiance dans cette puissance du bénévolat qui fait la cohésion de nos sauveteurs qui trouvent ainsi en eux-mêmes la force morale d'oser la mer. Et je reprends la boutade quand les autres rentrent. Merci, amiral.